Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci Jean-Paul, merci au Centre des Arts, merci à vous d'être venu à cette séance où on va découvrir ensemble, toujours selon le même principe, L'Établi, qui est le second long métrage de Mathias Gokalp, un cinéaste qui est encore débutant, qui est encore au début de sa carrière, et donc dont on voit comme ça un petit peu l'œuvre, le style se profiler. Ce qui va être intéressant avec le film d'aujourd'hui, et ce qui m'a donné envie de vous le présenter, et puis ensuite d'en débattre avec ceux qui le souhaitent bien sûr, c'est qu'il est adapté d'un livre assez important qui avait fait date à l'époque, qui est resté un petit peu comme un témoignage vraiment marquant de ce qui a été un moment de grand bouleversement de la société française, c'est mai 68 et le sillage de mai 68, un livre qui s'appelait L'Établi, donc le titre du livre a donné le sien au film. L'Établi de Robert Linard. Robert Linard était un intellectuel français, normalien, disciple de Louis Althusser, qui a été l'un des instigateurs du mouvement maoïste en France, donc voilà, l'extrême gauche maoïste, et qui a fait partie de ce mouvement qui a consisté, aux alentours de mai 68, un peu avant, un peu après, de se faire engager dans les usines pour travailler parmi les ouvriers, et dans l'espoir aussi de mobiliser la classe ouvrière directement dans cet endroit stratégique qu'est l'usine, c'est-à-dire de ne pas se recroqueviller dans sa position d'intellectuel face à sa page blanche et produisant de la théorie au kilomètre, bien isolé du reste de la société, mais au contraire de plonger au cœur de cet endroit, de la fabrique, de l'usine, d'essayer de parler directement, d'organiser une conscience ouvrière, de faire naître des mouvements, et de multiplier comme ça ces foyers de prise de conscience sur le territoire français. Donc voilà, ça a été un moment. On ne peut pas dire que ce soit un moment forcément isolé, parce que si on regarde un petit peu l'histoire de ça avait été aussi le parcours de Simone Veil, d'une figure comme Simone Veil, qui dans les années 30 a été philosophe, enseignante, et Simone Veil est allée travailler à l'usine, comme ouvrière fraiseuse, comme travailleuse à la chaîne, etc. Donc ça remonte à longtemps, et c'est quelque chose qu'avait énoncé aussi Karl Marx, ça fait partie de la théorie marxiste. Dans les écrits de Karl Marx, il y a, je crois, dans ses thèses sur Feuerbach, une invite aux intellectuels à lâcher le stylo et à s'engager dans le champ social, à intervenir dans le champ social. Voilà. Donc ça, c'est toute une lignée comme ça de la pensée de gauche qui se reflétait dans le livre de Linhart, mais ce témoignage, L'Établi, était très fort parce que justement, Linhart marquait une aporie de cette pensée-là, dans le sens où son expérience, elle était extrêmement contrastée. Il est arrivé à l'usine, il s'est fait engager avec énormément d'espoir et une espèce d'idéal comme ça, de mouvement libérateur, émancipateur, mais il a été confronté à ce qu'est le rythme de l'usine, terrible, abrutissant, répétitif, des gestes découpés, un découpage du travail comme ça, extrêmement compliqué. Il a été, dans un premier temps, bien démuni par rapport à ça, et incapable de mobiliser quoi que ce soit, parce qu'il était pris dans cette énorme difficulté du travail. Et le livre allait comme ça dans un parcours où le travail, en tout cas les espoirs de l'intellectuel étaient très relativisés. Et il y avait une sorte de limite qui était très marquée par le livre. Alors l'adaptation de ce livre, elle intervient. C'est un livre de 78. Voilà, il a été publié en 78. Donc il y a eu 10 ans de recul par rapport
à cela. Et puis dernièrement, il y a eu, qui a été publié ces dernières années, le livre de la fille de Robert Linhart, qui a raconté, qui a un peu complété ce qui était raconté dans l'ouvrage en racontant la dépression de son père, de retour de cette aventure à l'usine et de son mutisme qui avait duré presque 5 ans. Voilà, il s'était complètement arrêté de parler suite au choc qu'avait été cette rencontre avec l'usine. Voilà, donc c'est quand même une vaste histoire. Le film tente d'adapter ça. Et il le fait d'une manière qui est très intéressante, qu'on va décortiquer par la suite. Mais ce qui m'intéressait en le voyant, c'est qu'il offre une bonne alternative à ce qu'on appelle en France, dans le cinéma français, le cinéma d'auteur français, quelque chose d'extrêmement problématique, qui est la fiction sociale. La fiction sociale qui est censée donner une image, dramatiser comme ça les conflictualités à l'intérieur de la société française, les logiques de domination, etc. Et qui se manifeste, qui a beaucoup de problèmes dans le sens où elle est à la fois très scénarisée, très artificielle. Elle reproduit beaucoup des oppressions qu'elle prétend dénoncer dans sa structure. Elle est souvent assez déprimante et elle reproduit espèce de forme pseudo-documentaire, mais avec tous les artifices de la fiction. Et souvent, c'est quelque chose d'assez limité, d'assez ingrat, et pourtant c'est une forme qui règne. On peut citer par exemple les films de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon dernièrement. Bon, les titres m'échappent, mais il y en a eu un certain nombre. Et voilà, c'est des films qui ont un certain retentissement, qui ont un certain succès en salle, mais dont on peut soulever comme ça certaines limites, qui me semblent justement contrebalancées par le film qu'on va voir, L'Établi, qui assume une forme de reconstitution historique, nous projette dans l'usine Renault de la porte de Choisy, à la fin des années 60. Et il assume cette reconstitution historique, il assume une part de récit, de narration, une forme assez classique finalement, qui nous ramène comme ça à un art de raconter qui est tout à fait remarquable. Et puis, c'est un film qui... Et après, on va le regarder, je vous assure, c'est bien. Mon introduction est bientôt finie, mais c'est un film qui a pour principe de rester le plus possible dans le cadre de l'usine. C'est-à-dire, il va raconter un processus sans excès de psychologisation, sans essayer de forcément retracer tout le passif de son personnage, mais il va prendre le cadre de l'usine comme quelque chose d'entier, et retraçant vraiment le parcours d'un personnage et une entreprise, un processus, une démarche qui est contenue comme ça dans ce décor. Donc il y a une vraie unité, des principes de récit, d'un classicisme assez bien respecté, et du coup un film qui me semble répondre de manière vraiment satisfaisante et très intéressante à ce qu'on peut attendre d'une fiction sociale ou d'une fiction qui entend raconter les conflits au sein de la société française. Voilà, c'est bon pour l'introduction, on regarde le film, et puis pour tous ceux qui ont envie, le débat est ouvert par la suite. Voilà, à tout à l'heure, bon film, et puis on se retrouve après. C'était donc L'Établi, on a coupé un peu le générique, il continue de défiler en même temps, mais comme ça nous permet d'enchaîner plus rapidement. Voilà, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, comme on l'a dit en début de séance, surtout, moi je vais me lancer dans une interprétation du film, mais n'hésitez pas à prendre la parole, on est là pour ça, à vous exprimer sur le film qu'on a vu. Comme il est dit, même à l'intérieur du film, c'est assez marrant, en voyant la scène, je me suis dit, ça va être comme ça, il y a des âgés, etc., ça va être un peu comme ça à la fin de la séance. Voilà, c'est pas forcément... vous qui posez des questions et moi qui donne des réponses, il n'y a pas de... c'est vos interprétations aussi, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez à dire du film, et on échange, c'est pas du tout un truc magistral
Voilà, donc c'est tout ça pour vous dire, n'hésitez pas, dites-moi, levez la main, il y a un micro qui circule dans la salle qui est distribué par Jean-Paul, et si à n'importe quel moment vous voulez dire quelque chose, allez-y. Voilà, mais en attendant, ce que je voulais retracer un petit peu à travers ce film, c'est de dire déjà que il y a des films qui arrivent à un certain moment. Ils nous arrivent comme ça, et puis il se trouve qu'ils résonnent avec le contexte. Alors ici, le film, reconstitue les suites de mai 68, qui a été un moment, une secousse dans la société française, dans l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle. Quelque chose de ça résonne aujourd'hui, évidemment, avec tout ce qui était le retour du mouvement social, on va dire, avec la réforme des retraites, etc., les manifestations et tout. Enfin, on est en train de traverser, me semble-t-il, un moment de haute conflictualité sociale qui rappelle un peu certains éléments. Ça ne rejoue pas à cette époque-là, loin de là, mais il y a des retours qui se font Et le film est contemporain de ça. Il marque quand même quelque chose, tout en faisant référence au passé. Il prend acte un peu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je trouve que quand on met en scène dans une fiction le passé, une fiction historique en quelque sorte, on va représenter une époque passée, c'est toujours plus intéressant quand, dans l'évocation de ce passé, c'est quelque chose du présent qui est en train de se jouer aussi, qu'il y a une espèce d'échange entre les deux, que l'image du passé nous fait penser à aujourd'hui et nous permet de mieux nous situer aujourd'hui, de mieux comprendre notre présent, etc. Et je trouve que quand on voit ce film, ça nous éclaire à la fois sur ce qui s'est passé à l'époque, ce qui a pu être cette démarche, ce mouvement des établis, qui est quand même assez intéressant, et puis ce qui peut se passer aujourd'hui. Ensuite, pour reprendre un peu le film, alors on a une démarche comme ça, on disait au début d'un intellectuel qui va se défaire de sa condition pour embrasser la condition ouvrière, une condition opposée à la sienne, et qui va déposer la plume en quelque sorte pour travailler de ses mains et participer à l'usine et rejoindre le prolétariat qu'on l'imagine défendre théoriquement. Mais il y a aussi un autre pôle du film qui est très intéressant, qui me semble devoir être pris au sérieux, c'est qu'il s'agit quand même le personnage de Robert, donc Robert Linard, qui est joué par Swan Arlo, excellent dans le rôle, vraiment toujours d'une grande sobriété et en même temps très juste. C'est un professeur de philosophie. Et quand on voit ce film, on n'a pas seulement l'illustration d'une démarche sociale, d'une démarche politique, mais on a aussi l'exploration d'une question philosophique très importante qui revient à la fin du film à travers le cours que Linard finit par donner sur Hegel à ses étudiants, mais qui est une question quelque part qui traverse quand même toute la philosophie occidentale depuis l'Antiquité, et qui est rejouée ici dans ce film. Et cette question, c'est celle de comment traduire ces idées en actes. Comment est-ce qu'on peut appliquer des idées qu'on défend dans la réalité? Comment mettre ces idées en action, et comment ne pas être en contradiction avec ce que l'on prétend et arriver à l'incarner dans le monde, dans la réalité en quelque sorte. Donc ça, c'est quand même c'est ce que travaille tout le film en quelque sorte, de montrer à quel point entre le champ spéculatif, c'est-à-dire les idées, la pensée qui est théorique, qui est une forme d'idéalisation, et l'application réelle des choses, l'application concrète, la confrontation au réel, il y a un gouffre, il y a quelque chose parfois d'infranchissable.
et que c'est très difficile de trouver des chemins comme ça entre l'idée, la pensée et le geste. L'accomplissement, le geste. Voilà. Donc de la pensée au geste, comment est-ce qu'on parvient à assurer une cohérence, une continuité c'est une question. Alors, on peut prendre le film comme ça pour la fibre sociale qui est présente, bien sûr, mais il y a derrière ça quand même une question philosophique importante et qui ne concerne pas seulement les militants d'extrême gauche. On pourrait se dire, quel est mon rapport de moi, spectateur, avec ce personnage ? Je peux être d'un bord politique complètement différent. Bon, bien sûr, on n'est pas du tout obligé de s'identifier politiquement au personnage. Je peux avoir des problématiques totalement différentes, mais la question générale, qui est celle de comment traduire mes idées en actes, ça, elle se pose à tout le monde. Là, pour le coup, une vie d'homme ou de femme, bien sûr, hein, c'est dit dans le film aussi, il y a des personnages féminins qui sont ramenés dans l'équation, et évidemment, il y a un rapport aussi entre les ouvriers hommes, les ouvriers femmes dans l'usine, c'est très présent. Mais c'est une question qui se pose à tout le monde. C'est une vie d'humain, et une réponse à cette question, en quelque sorte. C'est pour ça que je dis que c'est en philosophie, depuis Aristote, Platon, etc., c'est un truc qui traverse toute la philosophie occidentale. Voilà. Alors, le film s'y confronte à sa manière, mais c'est important, je pense, de se replacer dans l'ornière de cette question. Ensuite, le récit s'ouvre, vous avez vu, c'est septembre 68. On est quelques mois, l'été est passé depuis ce qu'on a appelé pudiquement les événements. Et il y a eu, entre-temps, c'est évoqué un peu au cours du film, les accords de Grenelle. Les accords de Grenelle qui ont en quelque sorte soldé politiquement les soulèvements étudiants et ouvriers aussi, parce qu'il y a eu des grèves de mai 68, c'est-à-dire c'était une sorte d'amnistie, les accords de Grenelle, pour les ouvriers qui se sont mis en grève, etc., une façon d'effacer l'ardoise et de demander au patronat de continuer et de laisser ça derrière et de continuer la production. Et tout le déclenchement de la grève qui va être raconté dans le film, c'est une façon pour la direction, qui est ici représentée, personnage joué par Denis Podalides, Junio, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Les noms de personnages m'échappent parfois, hein, donc si jamais, pardonnez-moi sur ce plan. C'est une façon pas de se venger, mais de prendre sa revanche, prendre sa revanche sur les accords de Grenelle qui ont coûté 2 mois de production, 1 ou 2 mois de production au patronat, et en étirant les horaires de travail, faire une sorte de travail gratuit pour les ouvriers de l'usine. Donc c'est tout part de là. En fait, c'est un peu l'arrière-plan qui est évoqué dans le film, c'est ce moment de retour de bâton de l'après 68, où les autorités productives, le patronat en quelque sorte, va essayer de revenir tant que possible, de grignoter et de renverser ce qu'on a appelé les accords de Grenelle, mais qui étaient en fait les accords de Grenelle, c'était même pas véritablement des accords signés, c'était une sorte d'entente tacite, une convention, plus que un support véritablement juridique, acté, légiféré, etc. C'est une forme de convention entre les forces en jeu. Donc ça c'est vraiment le contexte historique dans lequel se déroule le film. Comme je disais, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a en fait... Alors déjà, je trouve ça intéressant de se pencher sur ce livre qui n'a jamais été adapté. C'est la première fois. Par ailleurs, c'est un très beau livre, je le recommande, c'est vraiment un texte remarquable et à lire parce que c'est une vision très lucide de ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors le mouvement des établis, ce qui est intéressant dans le film, comme on le disait un peu au début, c'est qu'il va vraiment décrire la démarche du début à la fin. Depuis la scène du recrutement, qui est la scène du début, les débuts à l'usine de Robert Linard, les rapports un petit peu avec sa famille, qui sont, c'est spécifié à la fin dans le générique, une extrapolation, parce que ça n'est pas décrit dans le roman. Ça, c'est vraiment
un travail de fiction, hein, tout ce qui est sa femme, jouée par Mélanie Thierry, sa fille, etc. La mère, à un moment, il a une discussion avec sa mère. Bon, tout ça c'est un travail fictionnel. Par contre, l'adaptation, c'est vraiment toute la démarche dans les murs de l'usine. Démarche qui consiste d'abord à se faire engager, puis ensuite à prendre le travail en main, et c'est très difficile, comme on le voit, hein, le personnage de Robert se blesse, etc. Il y a une espèce de lassitude, ce rythme qui décrit, c'est très bien décrit, la chaîne est lente en fait. Lui, il imaginait de la rapidité, en fait c'est une lenteur qui l'hypnotise, qui l'engourdit, et qui crée une espèce d'abattement continu, comme ça. C'est très intéressant. Et puis, en fait, l'impossibilité à mobiliser tout seul, quelque part, c'est impossible. Il faut un déclencheur, et ce déclencheur, ça va être les heures de travail supplémentaires non payées qui vont donner l'occasion de lancer une grève en s'alliant comme ça avec les ouvriers avec lesquels on peut s'entendre, et petit à petit fomenter cette grève qui va être à chaque fois désamorcée par les manœuvres du patronat en retour. Enfin voilà, il y a une forme de déséquilibre qui s'engage. Et puis à la fin, le départ de Robert, ça c'est la fin du film, il s'en va quand il se rend compte que en fait, cette grève qu'il a organisée, cet espoir qu'il a nourri dans cet endroit, ce foyer de révolte qu'il a voulu instaurer, dessert partie des ouvriers qui s'y engagent. Ça crée du tort parmi les ouvriers. Il se rend compte qu'à la fois, il y a une revendication qui est portée, mais qu'aussi beaucoup ont à en subir les conséquences, et de manière extrêmement grave, alors que lui, quelque part, a sa situation qui est malgré tout sauvegardée. Mais à travers ce parcours-là, ce qui est très intéressant dans le film, je trouve, et ce qui est particulièrement bien mis en scène, encore une fois avec des moyens très simples, c'est une reconstitution historique, mais une forme de classicisme, comme ça, qui filme à hauteur d'homme, en plan moyen, avec une progression très fluide et surtout une clarté, une forme de clarté comme ça, qui est quand même assez remarquable, qu'on peut trouver un peu narrative, ou en tout cas avec des conventions narratives assez partagées, mais qui garantit quand même une forme de clarté très intéressante. De montrer qu'est-ce que c'est que les rapports de classe à l'intérieur de l'usine, comment Linard essaye d'échapper aux rapports de classe en niant sa condition et en embrassant une autre, mais à quel point les rapports de classe reviennent. Ils reviennent toujours et ils s'imposent à lui, et il est très difficile de les dépasser. Alors, toute la démarche du personnage, c'est d'essayer d'instaurer un dialogue entre sa classe à lui, il vient de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie même, et il va essayer de créer le dialogue avec les ouvriers, dépasser les barrières de classe, mais les barrières reviennent. Et là-dessus, le film explore toutes les contradictions. Il va poser une série de contradictions comme ça, qui sont très intéressantes sur cette difficulté que pose la structure de classe de la société, en quelque sorte, et même du travail, à quel point le travail lui-même est hiérarchisé, structuré en classes indépassables, des ouvriers, alors S1, S2, manœuvre, contremaître, les contremaîtres en blouse blanche, puis la direction, etc. Il y a déjà une forme de hiérarchie dans l'usine, bien sûr, mais il y a aussi des scènes très intéressantes à ce titre-là. Par exemple, on voit qu'au début, Robert se blesse, il est malhabile, et bien sûr, c'est un intellectuel, il n'est pas du tout habitué au travail manuel, et au début, il n'arrête pas de se blesser, il crée de la méfiance et de la suspicion parmi tous les autres ouvriers avec lesquels il est censé se fondre, donc déjà, la classe ouvrière dans l'usine sent qu'il n'est pas des leurs, c'est une sorte de barrière de classe invisible, mais qui est là quand même malgré tout. Et puis il est convoqué chez Junot, Podalides, et Junot. Alors ça, la scène est passionnante, la première rencontre entre les deux. Il voit que devant cet homme, il reconnaît dans cet homme qui ne sait pas se servir de ses mains, un égal. Il lui dit, mais venez, on fait un cercle, un pot, etc. On va faire quelque chose de vous.
il reconnaît inconsciemment un semblable, un bourgeois, voilà, qui est là en face de lui. Toutes ces petites notations, ces petites touches-là, sur les rapports de classe, les structures de classe, invisibles, inconscientes, même intériorisées par chacun, là-dessus, c'est assez fort, et ça va se reproduire même à l'intérieur de l'usine, parce que le film, comment est-ce qu'il montre le décor de l'usine? Comment est-ce qu'il la représente? Mais comme une agrégation d'une multitude de groupes sociaux. Voilà, encore une fois, une architecture. L'usine aspire à elle des racines, aspire à elle des gens déracinés. Hein, elle fait venir comme ça, non seulement on y retrouve des gens issus de l'immigration, des Maghrébins, des Subsahariens, etc., Boubacar le Camerounais, mais aussi d'autres types de déracinés que sont les ruraux, qui sont venus à la capitale pour travailler. Voilà, une forme d'agrégation comme ça de différentes couches, ruraux, immigrés d'Europe de l'Est, les Yougoslaves, de la Méditerranée, les Italiens, etc. Vous voyez, c'est ça l'usine, c'est un agglomérat comme ça de couches, de catégories, voilà, qui entre elles... Et entre ces catégories, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Tout le monde ne partage pas les mêmes intérêts. Et malgré tout, l'usine qui organise, on va dire, l'aliénation des travailleurs, enfin voilà, qui pèse comme ça, qui les soumet au travail à la chaîne, la répétition des gestes, quelque chose d'une forme d'aliénation par le travail à la chaîne, est aussi le lieu qui crée la conscience de classe. Le fait que on est tous des ouvriers, même malgré les provenances différentes, et que ceux avec lesquels on doit négocier ou revendiquer nos conditions de travail, nos conditions d'existence, c'est les hiérarchies, c'est la direction. Donc c'est à la fois, c'est tout ça qui est intéressant dans le film, c'est à la fois un lieu d'asservissement, d'aliénation, mais c'est aussi le lieu de naissance d'une conscience collective. Voilà. Et s'il n'y avait pas l'usine pour agglomérer toutes ces catégories, cette conscience aurait pu rester diffuse ou carrément ne pas exister. Donc voilà, c'est la force de clarté du film d'arriver à poser ça, hein, sans que la dramatisation, le récit ne soit une sorte de support à un message toujours placardé, toujours énoncé, comme ça peut être souvent le cas dans la fiction sociale, où chaque scène est là pour nous faire entendre un propos, est là pour nous faire entendre un énoncé politique, etc. Ici, pas du tout. Le film, d'ailleurs, au moment où il se termine, on ne peut pas dire si le film est du côté du militant d'extrême gauche, du côté d'un tel, de tel, etc. Le film n'a pas vraiment de message à nous vendre. Il n'a pas de support de communication à nous. Non, pas du tout. À la fin, quand il se termine, il nous a décrit une situation, il nous a exposé une structure, des couches de catégories sociales, de provenance géographique, etc., des intérêts opposés, contradictoires et tout, et il n'a fait que ça. Enfin, c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a ça. Quand je disais qu'il y avait une clarté, il y a aussi des forces en présence dans l'usine. Et voilà, à chaque fois, il y a des forces politiques qui sont déjà en jeu. Linard rentre dans l'usine et il se rend compte qu'il y a déjà des gens qui organisent, il y a des syndicats. Il y a un personnage intéressant, c'est le délégué de la CGT. Hein, la présence des syndicats, la CGT. Et ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est que le personnage joué par Olivier Gourmet, hein, qui est ce délégué de la CGT, c'est lui aussi un établi. Et il était déjà établi avant parce qu'il est quoi? Il est prêtre ouvrier. Alors vous savez, c'est un mouvement aussi, les prêtres ouvriers, hein, qui a consisté un petit peu de la même façon à intégrer ce champ de l'usine. Et puis, essayer aussi de mobiliser ou d'assurer comme ça. Mais voilà, le premier établi n'était pas celui qu'on croit. Il y en avait déjà un qui était
ce prêtre ouvrier. Et puis il y a cet autre, alors il n'est pas exactement représenté, mais c'est un petit peu, on le devine quand Junot en parle à l'INAR, on fait des réunions, etc. Ça c'est l'autre syndicat qui serait la CFT, quoi. La CFT, c'est plutôt le syndicat qui défend le patronat, quoi, en quelque sorte, hein, qui est plutôt allié au patronat et qui existe comme une force politique dans l'usine. Voilà, donc il y a un petit peu tout ça qui se mélange, et rien que à travers ce récit d'établir la cartographie de la situation, de garantir sa complexité sans forcément résoudre quoi que ce soit, moi je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que il n'y a pas besoin quelque part qu'on nous matraque un message, qu'on nous oblige à prendre un parti quelconque, mais on fait confiance à l'intelligence du spectateur et voilà, on lui montre un petit peu comment ça se déroule. Et puis, il y aurait autre chose aussi qui me semble un bon parti à mettre au bénéfice du film, un gage d'intelligence, c'est le fait que, alors on nous présente, enfin le film s'ouvre comme un récit d'infiltration, grosso modo. Un professeur de philosophie qui vit au centre de Paris, intramuros, dans un très bel appartement, qui a les moyens, qui est riche et qui est un grand bourgeois, doit masquer son identité pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, infiltrer l'usine, etc. Ça pouvait facilement donner une sorte de récit d'espionnage en quelque sorte. Je mets ça entre guillemets, hein, espionnage, mais on voit bien quelle rhétorique le film aurait pu adopter très vite. Genre, voilà, je me cache, quelqu'un a vu où j'habitais, etc. Attention, la direction va savoir qui je suis, etc. Non, très vite, Mathias Gokalp, le réalisateur, met ça de côté. C'est plus tellement un enjeu au bout d'un moment, puisque Linhart finit par reconnaître, finit par dire qui il est en quelque sorte. Hein. Il y a même le moment assez beau avec Ali, l'ouvrier auprès duquel il s'est formé d'abord à la chaîne pour boulonner ces chaînes d'assemblage. Voilà, on se rend compte que l'essentiel, on ne l'a pas dit dès le début, ces chaînes d'assemblage de 2 chevaux. Voilà, c'est 2 chevaux qu'on a reconnus. Ali, auprès duquel il s'est formé, sur le pont, il le fait venir chez lui en quelque sorte, il lui propose, tiens, tu veux des livres, viens chez moi, je les ai, etc. Et là, il choisit clairement de dévoiler, de démasquer cette identité. Donc l'infiltration n'est plus l'enjeu au bout d'un moment, hein, parce que quelque part, c'est dit d'ailleurs dans une scène, c'est assez beau, tout le monde a un autre passé que l'usine. On vient tous d'un autre métier, d'un autre état civil en quelque sorte, et l'usine brasse, mélange, efface comme ça l'état civil qu'on avait précédemment. Donc quelque part, masquer son identité, se déguiser, hein, comme sa fille, la fille de Linhart qui lui dit mais tu es déguisé, tu te déguises, etc. Ça n'est plus un enjeu important. Et au bout d'un moment, il est reconnu comme tel, comme professeur à l'intérieur de l'usine. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, parce que plutôt que de s'engager dans une rhétorique de genre ou dans un certain type de récit, il préfère encore une fois ouvrir, observer, présenter les choses avec une certaine clarté. Dernière chose, et puis après, bon, voilà, on va essayer de lancer la discussion, mais dernière chose, ce que je trouve très bien aussi dans le film, à mettre à son crédit, c'est la confiance dans la parole. Voilà. Il y aura très peu de... Il y a bien sûr l'apprentissage, la formation du personnage de Linhart, la difficulté à faire entrer ses gestes extrêmement répétitifs, le fait qu'il se blesse, etc. Donc le geste est présent au début, est très important. Mais le fait que la rencontre entre des classes différentes, entre l'intellectuel et les masses qu'il espère mobiliser, entre ce qui s'annonçait au début comme des entités un peu abstraites, les masses, les ouvriers, ça c'est des généralités. Il va découvrir des
des personnes réelles en fait, et tout, on l'a dit, un agglomérat d'individus. Voilà, et c'est ces individualités-là qui comptent. Et cette rencontre se fait, ça c'est très important, par la parole. C'est en parlant que le film avance. Il y a beaucoup de scènes d'échanges, de dialogues, de rencontres, et puis des scènes de groupe, de paroles collectives. Petit à petit, on va se retrouver, former des AG, essayer de convaincre les autres, agglomérer encore plus pour essayer de faire basculer, faire prendre la grève. Tout ça, c'est un enjeu de parole, de dialogue, comment essayer de se mettre sur le même registre, comment déclencher une prise de conscience, comment repérer quels sont les gens concernés, mobilisables, etc. Et le film là-dessus, même dans sa forme, c'est-à-dire l'usage du cadre moyen, et moyen n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais c'est une espèce de regard intermédiaire, comme ça, très médiateur, et fait rentrer plusieurs personnages dans le cadre. Et il a toujours cette attention de filmer des assemblées de personnages, des groupes, des échanges. Le montage fait rebondir parfois entre les différentes répliques qu'il peut y avoir dans la salle. Mais cette mise en scène de la démarche politique comme agora, et de l'usine aussi comme agora possible, comme lieu d'échange. Alors souvent ça se passe en dehors des heures de travail, hein, bien sûr, mais tout part de là malgré tout. C'est aussi, je trouve, à mettre au crédit du film, qui fait beaucoup confiance à ça, hein, à la parole, à l'échange, à la discussion, à la conversation, mais beaucoup en scène des conversations, des prises de parole. Voilà, comment faciliter et orchestrer la prise de parole de ceux qu'on n'écoute jamais ou qu'on ne fait pas parler, etc. Et c'est un petit peu ça aussi, quelque part, ce qui va devenir l'enjeu politique le plus important pour Linhart, qui part avec des idées un peu toutes faites, une forme d'idéalisme comme ça, et puis qui à un moment va se taire lui-même et faire parler les autres, hein, dire à Christian comme ça, c'est toi qui parles, moi je suis pas votre porte-parole, se destituer comme porte-parole, organisateur, encore une fois, un réflexe peut-être dominant de se placer au centre du jeu, se destituer et faire parler les autres. Voilà, c'est aussi il me semble une piste intéressante dans le film. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vous ai prévenu que j'étais assez bavard, mais je ne sais pas s'il y a des réactions dans la salle, c'est peut-être le moment, si vous avez des... Oui. On va faire tourner le micro. Oui. Bon, je me lance, hein, après. Très bien. Non, j'aime beaucoup ce que tu disais sur le fait que le film parle très bien des forces en présence finalement dans l'usine, donc il y a un travail de description qui n'est pas forcément partisan, peut-être ça que tu voulais dire. Ceci dit, il montre très bien au final en fait quelle est la force qui triomphe, et disons que je trouve ça assez frappant en fait. Surtout parce que le film se situe après mai 68, qui est un peu le dernier moment mythologique de conquête en fait, du monde du travail par rapport aux forces du capital, on va dire ça comme ça. Et que là, on est d'une certaine manière déjà dans un peu la gueule de bois après cette période-là. Et comment dire... bon, alors c'est un point de vue, je sais pas, mais... par rapport aussi aux événements actuels, etc., il y a cette idée qu'on s'en est jamais remis quelque part, et qu'aujourd'hui, il y a juste, c'est des observations, hein, et aussi ce parallèle avec effectivement les événements actuels, cette idée que là, on est effectivement dans un endroit, comme tu disais, en fait, qui rassemble des gens finalement de toutes parts, dans une usine, et qui crée une communauté, hein, quelque part, d'ouvriers. Et du coup, je pensais en fait à quelle est la communauté en fait aujourd'hui qui se constitue en fait, comment dire, contre la réforme de la retraite, etc. Bon, ça c'est une question peut-être trop vaste, mais c'est juste que ce parallèle est assez vertigineux pour moi, en tout cas. Voilà. Ouais. Mais bon, je sais pas. Après, c'est des idées comme ça. J'aurais dû. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est très intéressant comme question, parce que la retraite, c'est forcément. Oui, quand je dis contre la retraite, c'est pas les méchantes retraites, c'est contre le pouvoir qui cherche à changer.
Ouais, ça, ouais. voilà. Oui, puis à créer des ennemis comme ça, à créer des fausses conflictualités ou des fausses consciences aussi. C'est intéressant sur ce point. Mais en tout cas, la synchronie du film, et les films qui arrivent au bon moment quand même. C'est assez marrant de voir à quel point... alors bon, sur la question des retraites, je suis bien incompétent pour vous répondre, mais en tout cas, sur des films qui rencontrent comme ça un esprit du temps, là-dessus, il me semble que ce film arrive à point nommé. Et c'est pas mal justement de parier comme ça sur la fiction historique et de trouver des passerelles, hein, et des résonances comme ça avec l'époque, quoi. Ça, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, pour finir, je vous assure, je fais circuler le micro après. Ce que je trouve très beau à la fin, c'est qu'on pourrait s'arrêter sur l'échec de Linhart, mais ce qui est quand même très beau, c'est qu'il montre qu'il a touché quelques personnes. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment émouvant, et que c'est une sorte d'espoir, et c'est que finalement son travail c'est pas qu'il n'est pas perdu, mais que finalement il a porté ses fruits chez quelques personnes. C'est pas rien en fait. Et ça, quelque part, je trouve que c'est très 70s dans l'idée aussi. Je sais pas comment dire. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est très intéressant la fin, parce que non seulement il se rend compte que son travail n'a pas été inutile, mais que les graines se sèment une à une, hein, c'est-à-dire on voudrait emporter les masses comme ça, créer des révoltes à grande échelle, et puis finalement on se rend compte que son influence est individuelle et subjective. C'est terrible, mais c'est pas rien. C'est-à-dire que quelque part, une graine semée, c'est peut-être aussi, enfin c'est une promesse forcément, et c'est d'autant plus intéressant que le jeune homme qui va devenir une sorte de mobilisateur, c'est le traître. Hein, on découvre dans la lettre que celui qui a été le plus marqué par lui, le plus marqué par l'influence de Linhart, c'est celui qui a trahi dans l'usine et qui a été la balance, quoi, en quelque sorte, celui qui a donné les informations. Judas. Voilà, c'est Judas. Exactement, c'est Judas. Ouais, c'est vrai. Mais si je peux me permettre, bon, là pour finir juste ce que vous étiez en train de dire, c'est peut-être aussi parce qu'il lui a donné la parole, comme vous disiez, et qu'il a pris un certain rôle public alors qu'il n'était pas habitué à ce rôle, qu'à la fin, il a été, par honnêteté intellectuelle, il lui a écrit pour lui dire qui il était finalement, parce qu'en fait, il l'a reconnu. Et il s'est senti certainement assez mal dans son ancien rôle, et il a décidé d'être honnête avec à la fin. Hein. Bon, moi c'est pas là-dessus que je voulais intervenir, mais c'est surtout sur le pouvoir. Vous avez, bon, j'enclenche là-dessus. C'est vrai que c'est très intéressant ce film, parce que ça nous montre vraiment toute la constitution, pas la constitution, mais la chaîne de la grève aussi. Hein, il y a peut-être un parallèle à faire. Petit à petit, c'est aussi la chaîne de montage, et aussi la façon dont s'organise une grève. Et c'est très intéressant de voir justement, de fil en aiguille, comment on arrive à monter le groupe, hein, puis la force de la grève qui arrive après. Donc c'est vrai que ça, c'est tout. Merci de ce bain de jouvence, parce que nous, on a sauté 50 ans en arrière. Je pense qu'on a à peu près... Enfin, il y a... En ce qui me concerne, moi, j'ai vécu 68 aussi beaucoup, hein, pas forcément sur les barricades, hein, mais je travaillais déjà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup manifesté, et c'est pas pour parler de moi, mais c'est vrai que tout ça, on l'a connu, et ça nous émeut aussi. C'est pas qu'un film informatique, je trouve, parce que c'est un documentaire, mais il y a des moments d'émotion assez intenses. Quand toute la troupe d'ouvriers, quand le groupe arrive en soutien aux autres, ça, vraiment, ça, c'est extrêmement émouvant, parce qu'on sent que ça va réussir. Bon, à la fin, c'est vrai qu'il y a aussi l'échec personnel de Linhart, mais bon. Moi, je crois qu'il y a aussi un message à la fin. Vous disiez qu'il n'y a pas de message dans ce film, et j'ai entendu quand même plusieurs fois la phrase « on veut créer un autre monde ». Et c'est vrai que Linhart, c'était quand même un communiste. Donc il a peut-être envie aussi de changer de société, et il fait passer ça quand même à la fin de son film. Alors,
Enfin, je ne sais pas, hein, oui, j'ai peut-être loin. Non, hein. bien sûr, non, mais merci. Merci. C'est très intéressant comme. Enfin, merci pour toutes vos interventions en général. Hein. Mais alors, c'était un communiste. Alors, il faut sans doute préciser un peu parce que c'était un maoïste. Donc, une mouvance qui s'est clairement désaffiliée du PC, hein, qui était considérée un peu comme, voilà, pas assez radicale, ou en tout cas un peu, stalinienne, etc. Et voilà, les jeunesses de cette époque-là, ce sont, pour les mouvements les plus radicaux, comme les maoïstes, référer plutôt à la Chine de Mao comme une façon de se désaffilier du PC, estimé parfois comme un peu trop stalinien. Donc ça a été une démarche encore une fois de spécification plus. Mais oui, alors dans ce que vous avez dit, moi je trouve ça très beau. En effet, qu'est-ce qu'on fabrique dans une usine ? Qu'est-ce qu'on fabrique dans une usine ? Est-ce que c'est les produits de consommation que sont les voitures, assemblés par le travail à la chaîne, ou est-ce que c'est justement cette assemblée qu'on fabrique et qu'il faut fabriquer, et où la grève est aussi fabriquée. C'est un produit de l'usine, hein, c'est une forme de production collective, etc. Et c'est encore une fois pas l'ambiguïté, mais l'ambivalence de ce lieu qui produit pas seulement ce qu'il est censé produire, mais qui produit aussi autre chose, des idées, des gestes, des corps en présence, etc. Et qui vont devoir fabriquer aussi leur coexistence. Donc ça, il me semble que ça appartient aussi au film, en effet, que c'est une partie vraiment belle, quoi, pour le coup. Non, ma réaction et la nôtre, c'était par rapport à cette appellation de traître. Ah oui. Bon, tu vois, peut-être en fait, bien sûr. en l'occurrence, alors, il a été instrumentalisé. Il est instrumentalisé parce qu'il est coincé par un casier judiciaire. Mais alors, moi, j'ai lu le livre il y a très longtemps, et je crois que ce personnage n'est pas dans le livre, Christian. Ouais. Et en fait, il y a eu pas mal d'arrangements, de modifications. Par rapport au livre pour le rendre, le mettre en film. Et pour revenir à ce que disait Madame, dans le livre, toute la relation entre les ouvriers est incroyable. Bon, c'est le souvenir que j'ai de ce livre, en fait. Je me rappelais pas de la fin, d'ailleurs, du livre. Hein. Mais en fait, c'est fort. Et c'est ce que finalement le film arrive à retranscrire. Je trouve qu'il y a aussi une très belle esthétique sur l'approche de la chaîne, par son traitement aussi sonore. La musique est très réussie, je trouve. On sent la masse, on sent un côté très organique. D'ailleurs, il utilise des sons de métal et tout ça, de casserole. Oui, et alors, dans les réflexions qu'on se faisait par rapport à ce que tu disais, sur le fait, l'agrégation de tous ces travailleurs et qui finalement commencent à prendre une conscience de classe, mais encore faut-il qu'il y ait un déclencheur. Et on se posait la question, moi ça m'a fait penser finalement à l'ubérisation de la société. Alors quand on faisait le parallèle avec les grèves... dans les manifestations contre la réforme de la retraite, moi ça m'a fait penser finalement aux Gilets jaunes, qui finalement, au début, on ne savait pas très bien ce qu'ils représentaient, et on s'est rendu compte que c'était une agrégation quand même d'un tas de gens, et dont le lieu emblématique a fini par devenir le rond-point. Enfin, tu vois, le rond-point pourrait être l'usine, en fait, comme les usines ont disparu pour la plupart en France. Voilà, je passe là. Oui, moi je voudrais juste apporter un petit témoignage. Le bouquin m'a toujours fasciné. Je l'ai lu un peu de temps après sa parution parce que j'étais plus en France. J'ai mis l'orteil dans l'établissement. Gauche prolétarienne, etc., post-68, les années 70. Mais je pense que là, il y a un côté un petit peu irénique qui me gêne quelque part, qui n'est pas dans le livre du tout. De cette classe ouvrière homogène. Je pense que Linhart, il pose justement très bien le problème dans son livre, que ce qu'il a retrouvé, c'était pas du tout « working class hero is something to be ».
Au contraire. Il faut replacer dans le contexte aussi de l'époque où les étudiants se sont fait vraiment ramasser en 68 auprès de la classe ouvrière. Les ouvriers ne voulaient pas. Faut aussi penser que la CGT faisait les gros bras contre les Mao. Que c'était pas du tout comme ça, on est tous ensemble, comme c'est un peu dit, c'est la nécessité du film, hein, ça, mais qu'il y avait des fractions à l'intérieur de la classe ouvrière qui étaient extrêmement divergentes. Il faut pas oublier non plus que, moi ils disent 2-3 000, moi j'en ai connu beaucoup, on était peut-être une dizaine de milliers à avoir tout sacrifié, et j'en connais qui se sont laissés aller dans cet engourdissement qui est très bien montré dans les premières scènes, cet engourdissement de se laisser aller dans la... Finalement, c'est pas si mal. Finalement, j'ai la paye qui tombe au fond du mois, etc. Et là où je voulais faire de l'agite-prop moi, d'abord, les ouvriers sont racistes, faut pas l'oublier. Ça, David Linhart le dit très bien dans son livre. C'est pas du tout ici. Le racisme, il est du côté de la bourgeoisie et au contraire. Et ça, le livre le dit très très bien. Il a trouvé un monde qui a choqué profondément Linhart quand il est arrivé, et on a tous été comme ça. On s'est retrouvés face à quelque chose. On écoutait Radio Tirana sous notre oreiller en se disant voilà, on va faire la révolution. Et en réalité, on s'est retrouvés face à des dispositifs qui étaient extrêmement complexes et très divergents, très très divergents. Je pense que c'est ça ce qui manque un petit peu dans le film, c'est de montrer que bon, tout n'est pas si rose dans ça. Et moi, par contre, ce que je voudrais aussi dire, c'est que lui, il s'en sort bien. Il était à Vincennes avec Althusser et tout, magnifique, parfait, tout. Mais il y en a beaucoup qui ont perdu tout dans cette affaire d'établissement. Mais absolument tout. Et leur conscience d'eux-mêmes et leur avenir professionnel. Et bon, qu'on ait peut-être une petite pensée pour tous ces gens-là qui se sont sacrifiés, parce que eux, c'est vraiment les sacrifices pour a working class hero is something to be. Ouais. Alors très bien, alors c'est formidable, ça tombe à pic, parce que j'ai donné des points qui me semblaient positifs dans le film, mais bien sûr ce n'est pas un film exempt de tout reproche. Encore une fois, il est critiquable, et il est notamment dans le travail d'adaptation, de fictionnalisation un peu du livre, et sans doute aussi, comme vous le pointez, il me semble très justement, une forme d'édulcoration. Parce que y a aussi, ce qui n'est pas dans le film, la dépression. Hein, le fait que, voilà, après ça, Linhart est ravagé, vraiment. Hein, il coupe complètement, il se renferme sur lui, une espèce de moment de mutisme quasiment. Donc ça, allié aussi à ce qui est un peu les ressorts de la reconstitution. Quand on reconstitue, voilà, c'est un travail de décor, c'est un travail d'accessoires, on va remettre les vêtements d'époque, etc. Bon, il y a une forme aussi de déguisement, pour reprendre un propos du film. Le fait que cette usine, elle est bien reconstituée, mais elle semble très propre aussi. Hein. Voilà, c'est très propre, c'est des couleurs pastel, c'est assez joli. Tout le monde est impeccable dans ses. Voilà, ça, c'est aussi me semble, une petite limite qu'on pourrait pointer au film. Et en effet, le fait que il va pas jusqu'au bout. Alors c'est marrant parce que le cours qu'il donne, c'est Hegel et la négation. Mais le travail du négatif dans le film n'est pas très présent. Hein. En effet, il y a sans doute des choses irréconciliables entre les catégories d'ouvriers, le racisme, puis d'autres types d'opposition aussi. Le fait que, quelque part, les ouvriers pris individuellement s'identifient dans leurs intérêts beaucoup plus à la hiérarchie qui est au-dessus d'eux que horizontalement avec... on essaye toujours de grimper, de monter, de prendre du galon, etc. Et ce travail, cette négativité-là n'est pas dans le film, n'est pas travaillé par le film. Vous avez dit, le mot c'est irénique, hein, oui, alors ça c'est clair, je ne peux pas dire le contraire. Et c'est en effet une petite limite qui est aussi, on pourrait dire...
le travail du classicisme, la façon de mettre en histoire comme ça, qui est aussi une patine, hein, une façon peut-être de lisser aussi un peu les choses. Alors on va représenter une époque, on va montrer comme ça un petit peu les forces en présence de la situation, mais il y aurait peut-être un saut politique à faire à un moment, y compris dans le travail de représentation, qui permettrait de faire sa part à la négativité. Par exemple, on parlait du racisme, etc. Mais les abus envers les femmes ouvrières, il est évoqué au passage. Mais ça aurait pu faire l'objet d'une, deux scènes. Hein, ça aurait pu être intégré dans le travail de la fiction. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, c'est vrai. Une façon comme ça d'omettre certaines choses et de réconcilier pour... Bon, voilà, on sent que le film s'ouvre sur une note d'espoir. C'est compliqué parce qu'il y a aussi un reproche qu'on fait souvent à la fiction sociale et que je partage, qui est quand elle est trop soucieuse de montrer le négatif ou une situation bloquée ou des oppressions telles quelles, etc., et ben, quelque part, à un moment, elle les reproduit. C'est-à-dire qu'à force de montrer qu'on ne peut pas bouger, que le pouvoir est trop puissant, que les mécanismes de domination sont inflexibles, ben, finalement, elle a un effet désespérant. Et on se confronte aussi des fois à une sorte de blocage comme ça, où la fiction reproduit complètement une situation inamovible. Donc, bon, oui, alors ça c'est clair. C'est un très très beau livre. Oui. Il y a le micro qui arrive, comme ça on vous entendra encore mieux. Tiens, François. Justement, dans ce qui est dit là, toutes ces remarques, c'est le positionnement de ce film-là. Oui. Ne pas être, comme vous disiez au début, les films qu'on voit avec un Lindon qu'on adore, mais tellement dark qu'effectivement on ressort, on est figé, on est pris au piège. Et là, c'est l'éloge de la parole, c'est l'éloge des échanges qui deviennent des actes, et même à la fin, effectivement, vous disiez, ce professeur, il a dans réalité, il est peut-être resté 5 ans en dépression, mutique, à ne plus s'exprimer. Bon, et là, on voit que la lettre qu'il reçoit, heureusement qu'elle arrive effectivement, et ces actes-là font qu'après, bon, c'est dit dans un film qui dure peu de temps, et que cette parole-là le fait rebondir et le fait ressortir lui-même de sa dépression, puisque après la pause, il démarre il renaît de ses cendres et il va raconter son histoire à tous ces visages en face de lui et qui esquissent un sourire. Bon, parce que je pense que le film se veut volontairement optimiste pour nous aider aujourd'hui. Oui. Il est intéressant ce parallèle à faire dans ce qui se passe pour nous aujourd'hui, qu'effectivement c'est la communauté humaine et puis ces échanges de paroles qui Il y a forcément sont des actes, ça nous donne espoir, oui. Forcément une simplification, parce que voilà, c'est aussi une fiction grand public. Bon, oui. Voilà, donc il se met à un certain stade. Mais en effet, je pense que le plus important, c'est cette histoire de parole, parce que j'y reviens. Quelque part, la démarche de l'intellectuel, c'est de vouloir intervenir dans le champ social. Il a l'impression qu'il peut aller travailler à l'usine, partager le travail des ouvriers, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'il découvre ? C'est peut-être ce qu'il apprend de plus important à l'usine, c'est son rôle d'intellectuel, en fait. C'est-à-dire ce dont il a voulu se départir à un moment, c'est ce qui revient en sous-main. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il va écrire pour les ouvriers analphabètes, je ne sais plus ce que c'est, pour les papiers, les arrêts maladie. Voilà, les arrêts maladie. Il va écrire pour eux. C'est pas rien, écrire pour eux. Ce qu'il fait, c'est écrire. C'est un prof de philosophie, etc. Et puis à la fin, on disait donner la parole, voilà, faire parler un tel, faciliter la prise de parole, comme lui est un orateur dans ses cours. Donc quelque part, en allant à l'usine, en descendant à l'usine, il redécouvre ce que peut être son rôle d'intellectuel en possession du langage. C'est-à-dire de le partager, de l'offrir, de le faire, de le diffuser. Et ça, je trouve que malgré ses limites, c'est un film qui a
qui a clairement ses limites. On les a dites très justement. Mais malgré ça, cette chose-là, ça n'est pas rien. Et c'est assez bien amené, encore une fois, sans marteler sur le spectateur. Oui, alors c'est daté en 69. Peut-être vous pourriez nous dire, puisque vous étiez un peu au cœur de l'action, s'il y a eu des mouvements après dans les années 70, 71, 72. Parce que moi j'ai rencontré quelqu'un à l'époque qui était comme ça, Mao, et qui lui semblait vraiment être pris par l'usine finalement. Il était venu faire de l'agit-prop, mais finalement il s'était retrouvé enlisé, en quelque sorte, épuisé par son positionnement dans l'usine. Et je ne l'ai jamais entendu me parler beaucoup de mouvements ensuite. Ah bah, voilà. Bah, bien sûr. Non, moi j'ai fait partie des heureux qui n'ont mis qu'un orteil. Mais effectivement, ceux qui se sont plongés complètement ont été absorbés. On est englués, complètement englués. Mais il faut pas se méprendre. Moi, j'ai une toute autre interprétation du fait qu'il ait donné la parole à Christian. Ça, c'est de l'agit-propre, pur et dur. C'est ce qu'on nous enseignait. Ne jamais se mettre en avant. Tu trouves la personne qui peut et tu la mets en avant. Et ça continue à être tout à fait... on retrouve de l'agit-propre dans toutes nos assemblées générales, encore aujourd'hui. Non, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est sur le long terme que ça s'est passé. C'est-à-dire que, bon, moi je suis parti après, donc j'ai pas suivi tout le développement politique en France, mais jusqu'en 77, où j'étais en France, on a continué, plus dans les facs, où là ça prenait, et il y avait encore, mais que cette idéologisation, cette fascination pour la classe ouvrière s'est émoussée petit à petit au cours des années 70. Elle s'est émoussée parce que la classe ouvrière gagnait justement un petit peu de galon. Comme c'était très bien dit sur la scène, dans la scène où ils cherchent de l'eau au robinet. Quand on aura de l'eau, quand on aura du gaz, etc., on ne fera plus la révolution. Je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on vit. Le contexte à l'époque n'était pas du tout le même que celui d'aujourd'hui, et la classe ouvrière d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque. Absolument rien à voir. Donc voilà, c'est là où ça s'est émoussé à la fin des années 70, et puis après dans les années 80. Mais ça, je n'étais plus en France, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne pourrais pas en parler. Ouais. C'est intéressant d'avoir un établi dans un orteil. Oui, mais oui. Non, mais c'est quand même une expérience qui permet de prolonger le film qu'on a vu. C'est extraordinaire. Comme d'ailleurs c'est un film France Culture, et il y a une super émission avec Robert Linhart et sa fille dans les chemins de la philosophie. Donc c'est en podcast, elle date d'il y a 2 semaines, même pas 10 jours. C'est hyper touchant parce que je ne savais même pas qu'il était encore vivant, et il est là, présent dans l'émission. Donc c'est des chemins de la philosophie, France Culture. Voilà, je pense que c'était clair. C'est vraiment à écouter. Le livre de sa fille, je ne sais plus le titre m'échappe. Je ne sais plus non plus. Mais il est très bien. Ils sont bien. Ils sont là tous les deux, ils sont présents. L'émission. Alors, on mettra le lien dans notre propre podcast, comme ça pour renvoyer. Parfait. Donc Mathieu, donc je pense qu'on va se retrouver donc dans un mois après, début mai. Début mai, un peu moins d'un mois. Voilà, pour présenter Les âmes sœurs d'André Téchiné. Tout à fait. C'est le dernier film de Téchiné, André Téchiné, qui a 80 ans, une longue carrière derrière lui, qui a été un des cinéastes les plus prolixes de sa génération, qui est apparu comme un des petits frères de la Nouvelle Vague. Il a commencé à tourner fin 69, début 70, et il a développé une œuvre romanesque tout au long de sa carrière, assez sulfureuse, avec une exploration des relations amoureuses, de la passion, comme ça, qui a longtemps été son motif. Et il revient là avec un film assez flamboyant sur... je ne veux pas trop dévoiler l'intrigue, parce qu'il y a une vraie surprise au cœur du film, donc j'en dis pas beaucoup, mais il part d'un personnage de militaire, de jeune militaire blessé au Mali, et qui revient en France amnésique, et qui va devoir redécouvrir un peu
tous les liens qu'il attachait à la fois à sa famille et à un tissu social qui, comme souvent chez Téchiné, est dans le sud-ouest de la France. C'est la région qu'il explore beaucoup. Et c'est un très beau film, assez fin, avec une galerie de personnages admirablement dessinés et un bon Téchiné, voilà, parce que bon, des fois ça peut être fluctuant, et là c'est un vrai beau film que je vous invite à venir voir, s'appelle Les âmes sœurs. Voilà. Ça sera le 7 mai. Ouais, voilà. Le 7 mai. Merci à tous et merci pour vos questions.